Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique, émission diffusée exceptionnellement sur France 3 Poitou-Charentes, France 3 Limousin et France 3 Aquitaine. Mon invité cette semaine est Dominique Bussereau, ancien ministre, président de l'Assemblée des départements de France, président du conseil départemental de Charente-Maritime. Bonjour Dominique Bussereau. Bonjour Jérôme Nous Villard. allons bien sûr parler du rôle des départements dans la crise sociale liée au coronavirus. On va parler du dossier des mineurs isolés, du 90e congrès des départements de France qui va avoir lieu dans 15 jours. Et le hasard fait bien les choses, ce sera à La Rochelle, chez vous. On va parler des prochaines élections départementales et régionales et puis de votre bilan à la tête de la Charente-Maritime. Mais avant cela, on va revenir sur le passage du Tour de France en Charente-Maritime cette année. L'étape Île-d'Oléron-Île-de-Ré aura marqué les esprits, Dominique Bussereau, par la beauté des images diffusées par France Télévisions. Est-ce que vous espériez un tel résultat ? La Charente-Maritime est naturellement belle, comme toute notre grande région. On avait, pour vous parler franchement, fait un trajet pour la télévision. En disant, on part de l'île d'Oléron, on franchit le viaduc d'Oléron, la forêt de la Cour, Royan, on rentre dans le Marais, Rochefort, on passe à côté de l'Hermione, La Rochelle, on passe sur le Vieux-Port et on rentre dans l'île de Ré. Donc on savait que les images seraient belles. On a eu la chance d'un très beau temps. On a eu la chance également d'un public comme au mois de juillet. Donc c'est vrai qu'avec 4 400 000 téléspectateurs, je crois, sur vos antennes de France Télévisions, plus beaucoup en Europe et dans le monde, ça a été un très très beau succès et un très beau moment. Seul point négatif, j'ai chopé le Covid. On va en parler. Mais voilà, c'est rien par rapport au reste. Est-ce qu'il y a des signes de retombées touristiques supplémentaires liés justement à ces quelques jours du Tour de France dans votre département ? Par exemple, l'Office du tourisme de l'île de Ré a eu la très bonne idée de laisser ses lignes téléphoniques ouvertes jusqu'à minuit. Et ils ont reçu le soir même des tas d'appels pour les réservations, pour les vacances de la Toussaint actuelle et pour les grandes vacances prochaines. Ils ont même eu, figurez-vous, un appel du Japon, ce qui veut dire que vraiment les images ont percuté. Alors donc, selon vos tableaux, vous l'avez dit pendant ces journées, le fait que Christian Prudhomme était du territoire du Tour, était testé positif au coronavirus. La veille de cette annonce, vous étiez, comme beaucoup d'autres élus, avec lui, comme on peut le voir, sans masque avec lui. Beaucoup ont critiqué ce mauvais exemple donné par la classe politique. Dominique Bussereau, est-ce que vous plaidez coupable ? Pas du tout, parce que 2 secondes avant la photo qui apparaît sur vos écrans, nous avions tous le masque. Pour couper le ruban du village du Tour, on a décidé de l'enlever pour que la photo soit plus sympa. Et dès qu'on a reposé les ciseaux, on l'a remis. Vous comprenez que malgré tout, les gens ne connaissent pas cette histoire-là et que du coup, ils voient ça, ils se disent, voilà encore une fois un mauvais exemple de la classe politique. Quand le président de la République fait ce très bel hommage à Samuel Paty il y a quelques jours à la Sorbonne, il arrive masqué. Quand il est devant un micro, il est seul à l'office, c'est pas pareil. Là, vous êtes nombreux, vous êtes serrés les uns contre les autres. Oui, mais honnêtement, d'ailleurs, j'ai été le seul Covidé, ce qui veut dire que où j'avais la plus mauvaise constitution, mais j'ai pas eu de symptômes, heureusement, pendant les 8 jours de septaine. Mais c'était une image purement momentanée. On a remis nos masques après. Pendant tout le tour, moi, j'ai été en voiture avec Sylvain Chavanel, notre coureur régional. Nous avons fait tout le tour en voiture avec le masque, son chauffeur, lui et moi, et l'ensemble des épreuves avec le masque. Vous n'êtes pas très fan du masque, on peut le dire. Si, non, pas de problème. Je l'ai là. Je l'ai enlevé par correction vis-à-vis des téléspectateurs. Je rappelle qu'on a plus d'1 mètre de distance. Voilà, on a un long mètre, mais non, il faut le mettre en permanence. Alors peut-être chez soi, quand on est en famille, bon, on peut l'enlever, mais c'est pas quelque chose que l'on doit oublier. C'est fondamental. Et j'engage tout le monde à le mettre en permanence le plus possible. La crise sociale liée au coronavirus met les départements en première ligne, avec une hausse inquiétante des bénéficiaires du RSA. Selon les départements, cette hausse va de 5-6% jusqu'à presque 20%. Alors avant d'en parler, Dominique Bussereau, je vous propose de voir l'exemple d'un auto-entrepreneur à Blaye en Gironde, nouvel allocataire du RSA à la suite du confinement et de la crise économique. Il ne pensait pas un jour devoir inverser les rôles. Pendant 5 ans, Éric Lelevreur a préparé grâce au théâtre des dizaines de jeunes aux entretiens d'embauche, des ateliers mis à l'arrêt depuis le confinement et des revenus qui ne tombent plus jusqu'au RSA. Quand vous avez plus de rentrée, eh bien, effectivement, vous régressez, vous perdez pied, vous perdez équilibre. Et le plus difficile, c'est de ne pas tomber dans les sables mouvants, c'est-à-dire de ne pas avoir la culpabilisation d'un échec. Non, cet échec, c'est pas vous, c'est la Covid. Il faut pourtant payer les factures, y compris celles de sa vieille voiture. Habitant près de Blaye, il en a besoin au quotidien. 15 ans, ça veut dire qu'il fallait passer le contrôle technique et les réparations étaient très chères. La preuve, ça vaut un RSA. Donc à partir du moment où vous devez payer
le garage avec le montant du RSA, vous repoussez, si bien que j'étais dans l'illégalité. En tant qu'auto-entrepreneur, il n'a pas droit au chômage. Il vit donc avec 840 € de RSA et un complément grâce à son dernier employeur, la mission locale de Blaye qui s'occupe de jeunes précaires, particulièrement touchés par la crise. On a des jeunes qui étaient en emploi et qui ne le sont plus, c'est-à-dire qu'il y a une précarisation du marché de l'emploi qui fait qu'avant ils avaient des CDD de manière plus régulière et maintenant, pour l'instant ils sont en inactivité et donc ils viennent nous rencontrer en nombre depuis le mois de septembre. En Gironde, ils sont désormais 48 000 actifs de plus de 25 ans à percevoir le revenu de solidarité active. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Dominique Bussereau. Peut-être une réaction sur ce reportage. C'est un cas typique. Là, il s'agit d'un auto-entrepreneur, mais dans les publics qui arrivent actuellement au RSA depuis le mois de mars, depuis le début de la crise, peut-être des gens qui atteignent la pauvreté parce qu'ils ont perdu leur job, plan social, suppression d'effectifs, diminution du temps de travail. Ça peut être des auto-entrepreneurs, des commerçants, des artisans. Et moi, ma crainte pour les mois à venir, c'est que cela va augmenter puisque le gouvernement nous laisse prévoir une détérioration profonde de la situation de l'emploi et on va peut-être avoir malheureusement des restaurateurs, des cafetiers, des tas de gens, des artistes, gens du monde culturel qui vont rejoindre le RSA. Vous confirmez qu'aujourd'hui, il y a des départements qui font plus 15, plus 20% presque de demandeurs de RSA? C'est entre 5 et 25%. Je vais vous donner l'exemple de 2 départements très significatifs, la Mayenne et l'Ille-et-Vilaine, qui sont dans le top 5 des départements français où le chômage est le plus bas. Dans ces départements, on est sur les dernières semaines entre plus 20 et plus 25%. En Charente-Maritime, nous sommes déjà, par rapport à l'an passé, à plus de 9% de bénéficiaires du RSA supplémentaires. Alors vous dites qu'il va manquer 5 milliards d'euros pour le RSA, plus il va manquer 3 milliards d'euros pour les autres aides sociales. Comment allez-vous faire, Dominique Bussereau? Comment les départements vont faire? Alors, si vous voulez, chaque année déjà, structurellement, le gouvernement, enfin l'État, c'est pas le gouvernement actuel, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, ne nous verse pas, rien que pour le RSA, 4,6 milliards. Notre estimation, c'est qu'en 2021, il y aura 1 milliard supplémentaire de dépenses du RSA. Et notre colère, c'est que le gouvernement, au lieu de nous le compenser, nous enlève dans le projet de loi de finances une recette d'1 milliard d'euros qui aurait pu servir à payer le RSA. Donc nous sommes, au moment où je vous parle, et pendant la semaine à venir, jusqu'à notre congrès, en négociation avec le gouvernement pour lui expliquer que ça ne peut pas aller. On sait aussi que l'APA pour les personnes âgées va augmenter puisque le vieillissement de la population est un fait. Et comme nous prenions de mieux en mieux en compte le handicap, la prestation de compensation du handicap, donc tout ça va faire 9 milliards ou 10 milliards à la charge des 103 collectivités départementales françaises. Alors vous parlez de négociations avec le gouvernement. Quelles sont vos armes dans ces négociations? Nos armes, c'est le bon sens. On ne supprime pas une recette d'1 milliard. Vous savez pourquoi on supprime cette recette? Je vais vous expliquer l'histoire. On nous a supprimé le foncier non bâti. De notre part, quand vous achetez une maison, un appartement, vous payez chaque année en tant que propriétaire un impôt sur le foncier bâti, pardonnez-moi. On nous a supprimé cette part pour la donner aux communes. Et on nous a dit, on vous la compense par de la TVA. Et comme le gouvernement s'attend à une recette de TVA exceptionnelle en 2021, puisqu'il parie sur une relance de l'économie, il pense que nous allons avoir un effet d'aubaine, je n'aime pas beaucoup ce mot, d'1 milliard. Et donc, par avance, Bercy nous supprime ce milliard. Est-ce que ça veut dire qu'on va y avoir une augmentation du foncier, par exemple, au niveau du département? Non, parce que d'abord, nous ne pouvons plus y toucher maintenant, puisque c'est l'État qui nous le compense. Donc, ce n'est plus possible. On n'a aucune recette sur laquelle on peut jouer. Alors, le problème, c'est que le gouvernement, à juste titre, nous dit participer à la relance, avec les régions, avec les entreprises, avec les intercommunalités. Mais pour qu'on puisse participer à la relance, il faut que nous ayons une capacité d'investissement. Donc, on augmente nos dépenses de fonctionnement, nos dépenses sociales, notre épargne nette diminue, et de ce fait, notre capacité à investir plus diminue. Donc, c'est un effet ciseau que nous contestons et qui fait qu'actuellement, nous discutons fermement et parfois un peu durement avec le gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui encore, un tiers des potentiels bénéficiaires du RSA ne le demandent pas? Je pense que de plus en plus de Français vont le demander. On le voit jour après jour. Le nombre de personnes qui viennent nous trouver dans les départements pour le RSA augmente. Et en Charente-Maritime, c'était stable. On avait stabilisé le RSA comme dans beaucoup de départements, parce que la situation économique s'était améliorée avec la détérioration de l'activité économique, avec la hausse du chômage. C'est inéluctable. Nous allons avoir des dépenses de RSA
très importante en 2021. Alors, Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière une aide exceptionnelle de 150 euros, augmentée de 100 euros par enfant pour les bénéficiaires du RSA et de l'APL. Est-ce que cette décision vous convient? Et si oui, là encore, avec quel argent pensez-vous qu'on va pouvoir payer tout ça? Alors, Dieu merci, c'est l'État qui la prend en charge. On a interrogé dès l'annonce de cette décision, qui ne nous avait pas été annoncée, qui n'était pas concertée, le chef de l'État et le Premier ministre. C'est le gouvernement qui la paiera plein pot. Et c'est logique, puis c'est une décision qu'il a prise de son côté. Une bonne décision d'ailleurs, naturellement. Et l'État a décidé de la payer 100%. La fortune des milliardaires atteint un nouveau sommet dans le monde en juillet 2020. L'UBS évalue à 10 200 milliards de dollars. La France est le pays où ça a le plus progressé, plus 45% entre 2019 et 2020. Question que souvent les gens se posent, pourquoi ne pas imposer les accumulations de richesses qui connaissent en ce moment des records pour pallier ce problème d'argent pour le social? C'est une question à poser au gouvernement et aux parlementaires de la majorité. Ils ont supprimé l'impôt sur la fortune, ils l'ont remplacé par un impôt sur les biens immobiliers. Peut-être que ce n'était pas le moment, en tout cas les choses ont été faites ainsi. Quand vous dites que vous avez des négociations virulentes avec le gouvernement, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le regard a envie de savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir obtenir. Si vous voulez, ça veut dire qu'on avance jour après jour. On nous a dit mardi, on va vous donner 115 millions d'euros supplémentaires. On nous a dit mercredi, on va vous donner 130 millions d'euros supplémentaires. Et hier soir, j'en étais à 200 millions. Donc vous voyez que je suis loin du milliard, mais jour après jour, le gouvernement se rend compte de l'impasse financière dans laquelle il nous met. Ça veut dire que sur le rythme actuel, vous pouvez imaginer que d'ici 1 an ou 2, on puisse arriver à combler ce problème? Il faut de toute façon revoir complètement le système. Quand nous avons, avec Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin, j'étais au gouvernement à l'époque, transféré le RMI au département, on a transféré la totalité. Donc un département qui payait 100, l'État payait 100, le département recevait 100. Puis au fil des années, les choses se sont diluées, et aujourd'hui, les départements payent 4,6 milliards cette année 2020, et certainement l'année prochaine 5,6 milliards ou 6 milliards supplémentaires. Donc le système est malsain. Alors, peut-être que le président de la République fera, vous savez, son fameux revenu unique d'activité. Voilà, mais pour l'instant, le système ne fonctionne plus. Sur le plan de relance d'Emmanuel Macron qu'il a annoncé, il y a des choses qui sont intéressantes pour les départements? À condition qu'il y ait une part départementale. L'État a signé un accord avec les régions, parce que les régions sont les acteurs de la relance via les entreprises. Nous avons demandé, ça fait partie des discussions qui ont lieu au moment où je vous parle, nous avons demandé au gouvernement qu'il y ait un plan de relance sur les départements. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faire naturellement plus d'investissements sur nos réseaux routiers. On peut faire plus de rénovation thermique des EHPAD, de nos collèges, de tous nos bâtiments, aider les communes à faire de plus de rénovation thermique. Regardez les EHPAD. Les EHPAD, après 2003, il y a eu énormément de morts à la canicule de 2003. Donc on a climatisé la grande pièce centrale d'animation où les pensionnaires déjeunent, dînent et où ils ont des activités. S'il y avait eu pendant le confinement, en plus, où les gens étaient confinés dans leur chambre, une grosse canicule, là, le nombre de morts aurait doublé ou triplé dans les EHPAD. Donc on dit qu'il y a un effort très important à faire dans les EHPAD de France. On a appris cette semaine que contrairement aux soignants et aux personnes vulnérables, les auxiliaires de vie sociale ne sont pas prioritaires pour un autre vaccin, enfin pour le vaccin antigrippal celui-ci. Est-ce que vous trouvez cela normal? C'est une ânerie qui doit être corrigée. Puisqu'ils vont au domicile de personnes fragiles, ils doivent être mis dans la situation où ils sont en mesure d'être vaccinés sur la grippe. Pendant le confinement, ce sont nous, les départements, avec les communes, etc., qui avons fourni aux EHPAD et aux travailleurs qui vont dans les familles, dans l'aide familiale, qui leur avons fourni les masques. Comme on leur a fourni les masques à la place de l'État, il faut que le gouvernement leur fournisse le vaccin antigrippal, qu'ils puissent se faire vacciner en priorité dans les pharmacies auprès de leurs médecins. Vous comprenez qu'ils se trouvent délaissés en ce moment par rapport à la situation. Ils ont tout à fait raison. Ils n'avaient d'ailleurs pas au départ de prime Covid. Nous avons insisté auprès du gouvernement pour qu'il y ait une part Covid. Le gouvernement a accepté d'y participer financièrement. Et au moment où nous parlons, il y a 75 départements, les autres sont en train d'en délibérer, qui ont déjà voté une prime Covid pour les aides à domicile. Un mot sur la question des mineurs isolés après les propos d'Éric Zemmour, qui les a traités de violeurs, de voleurs et d'assassins. Plusieurs départements ont porté plainte contre l'éditorialiste déjà condamné pour incitation à la haine raciale. Vous vous êtes déclaré favorable à ces dépôts de plainte, c'est toujours le cas? Oui, les propos d'Éric Zemmour étaient inqualifiables. Et d'ailleurs, j'espère que le CSA sera amené à prononcer des sanctions à l'issue de ces propos, en dehors des sanctions pénales qui pourraient être prononcées. Un certain nombre de départements ont porté plainte. De gauche. De gauche. Je les ai soutenus. J'ai soutenu en particulier le département de Meurthe-et-Moselle, qui a été le premier, le département de la Gironde, pas loin de nous. On n'a pas rajouté des plaintes aux plaintes, parce que de toute façon, à partir du moment où une plainte est instruite, la procédure judiciaire est engagée.
Moi, je n'ai pas souhaité, à titre personnel en Le Charente-Maritime, département de Charente-Maritime n'a pas porté plainte n'a contre pas Éric porté Zemmour. plainte, mais nous nous associons moralement aux plaintes portées par nos collègues. Et de toute façon, il y aura une justice. Et il suffit qu'une plainte aille jusqu'au bout dans un département pour que la procédure aille jusqu'à son terme. L'Assemblée des départements de France aurait pu porter plainte également? On aurait pu porter plainte, mais Symboliquement, ça aurait été... si vous voulez pour rajouter 103 départements, 103 plaintes, à un moment, la justice... C'est pas de la frilosité, ça, Dominique Non, Bussereau c'est pas de la frilosité, c'est que la justice de notre pays est véritablement encombrée. Donc rajouter à La Rochelle, à Saintes, une plainte supplémentaire à la plainte qui a été déjà déposée à Bordeaux, à Nancy, ça ne m'a pas paru efficace. Mais la condamnation politique est la même. Justement, sur les sujets sensibles comme le Covid-19, comme les flux migratoires et puis les religions, on l'a vu ces derniers jours, n'y a-t-il pas, Dominique Bussereau, un emballement récurrent de la classe politique française qui a tendance à trop réagir à chaud, comme certains médias d'ailleurs, hein? Vous avez tout à fait raison. À chaque fois qu'il y a un attentat dans notre pays, on rajoute une loi. Je dis et redis que notre arsenal législatif est déjà extrêmement fort, extrêmement complet, et qu'il suffirait dans certains cas, plutôt que de rajouter une loi, de prendre 2 mois de discussion au Parlement, de créer des débats dans le pays, d'appliquer clairement les lois. Après, il y a des domaines de vide. Par exemple, l'anonymat sur les réseaux sociaux, quelque chose qui est en train d'être traité. Votre par positionnement Thierry par rapport à cela, je suis tout à fait hostile. Je pense que si pendant l'occupation nazie, les réseaux sociaux avaient existé, 2 tiers des Français auraient été dénoncés par leurs voisins à la Gestapo ou à la milice. Donc il y a un moment où l'anonymat peut être une forme de liberté dans des pays autoritaires. Je pense à la Chine, je pense à la Russie ou d'autres pays. Mais chez nous, c'est une forme de délation permanente. Il faut qu'il y ait un moyen, par la procédure Pharos, que ceux qui font des tweets ou qui réagissent anonymement puissent être poursuivis. Et j'ai vu avec plaisir que le Premier ministre avait annoncé aujourd'hui qu'une trentaine de procédures étaient en cours suite à cette fameuse équipe Pharos qui a dénoncé des tweeters qui avaient publié n'importe quoi. quand je parlais d'emballement, vous aimez tweeter. Vous faites partie Oui. de ces hommes politiques qui sont très actifs sur Twitter. Est-ce que, d'une part, vous estimez que parfois vous ne devriez pas tweeter aussi rapidement? Et est-ce que Twitter ou Facebook sont utiles et bénéfiques à la vie politique en France? C'est un vrai questionnement. C'est un vrai sujet. Je crois que c'est utile à la démocratie. Ça permet à des tas de gens qui n'ont pas sinon la parole, parce qu'ils ne sont pas élus, parce qu'ils sont des simples citoyens comme la majorité d'entre nous, de s'exprimer. Et ça donne d'ailleurs aux hommes politiques, femmes politiques, quelle que soit leur sensibilité, une photographie en temps réel de l'état de l'opinion. Après, il faut parfois retenir son doigt. Et quelquefois, ayant appuyé sur le bouton, je me suis dit que j'aurais dû attendre un peu et retenir mon doigt. Et sur des événements comme cela, je ne tweete pas à tort et à travers, parce que je s'estime que ce sont des choses très graves et qu'il faut prendre son temps avant de réagir. Robert Badinter demandait du silence. À un moment donné, il faut un temps de silence. Oui, il faut se taire. Il faut un temps de silence. Il faut aussi que vos confrères des chaînes d'infos que je respecte, et je suis souvent invité, prennent aussi l'habitude de ne pas se mettre en édition spéciale dès qu'on a volé le sac à main d'une dame dans une rue de Poitiers. Ça aussi, c'est un vrai problème démocratique. Je pense que ça entraîne une exagération et ça entraîne une peur collective. Donc il faut éviter dans une société comme la nôtre, qui est très fragile, la peur collective. Le congrès annuel des régions de France s'est tenu cette semaine de façon 100% numérique, Covid-19 oblige. Pourquoi, Dominique Bussereau, ne pas avoir adopté le même modus operandi pour le 90e congrès des départements de France qui aura lieu donc chez vous à La Rochelle le 4, 5 et 6 novembre? Alors en ce dimanche matin, la décision n'est pas prise. Pour l'instant, nous l'avons maintenue parce qu'il ne vous a pas échappé que la Charente-Maritime est un irréductible village gaulois assez loin du Covid. C'est même le département qui est le moins touché de France et d'outre-mer. Nous avons actuellement... Sans aucune explication d'ailleurs. Voilà, au moment où je vous parle, je n'ai connaissance que de quelques personnes qui sont en réanimation au centre hospitalier de La Rochelle. Donc pour l'instant, nous sommes en condition de le maintenir avec une jauge de 1000 personnes, en ayant supprimé les repas collectifs et avec des systèmes évidemment de précaution, de zones, de sens interdits, de sens utiles, etc. Malgré tout, est-ce bien raisonnable? Nous en déciderons mardi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il s'est produit un fait nouveau depuis que nous avons annoncé le maintien de ce congrès, c'est qu'un très grand nombre de départements français sont partis en couvre-feu. Donc, un certain nombre de collègues m'ont contacté en cette fin de semaine pour me dire, moi, je ne pourrais pas venir. Je ne veux pas abandonner les habitants de mon département, par exemple mon collègue du Loiret, il y a quelques instants, pour venir avec une délégation à ce congrès, même s'il est très important politiquement. Donc, en fonction de l'état des lieux, mardi matin, nous déciderons, s'il le faut, de transformer ce congrès avec exactement le même programme en congrès qui serait depuis La Rochelle, depuis l'Encan à La Rochelle, en visioconférence. Mais ça, nous le déciderons mardi, quand nous aurons tous les éléments et que nous verrons l'état réel des inscriptions.
Qu'est-ce que vous attendez de la venue de Jean Castex qui va clôturer ce congrès, ce 90e Des bonnes congrès? nouvelles. Je vous parlais tout à l'heure de nos débats financiers. J'espère qu'il ira plus loin que les actuelles négociations que nous menons avec ses Vous allez lui ministres. mettre la pression, j'imagine, pendant ce congrès. On va lui mettre la pression avant, pendant et après. Deux, que l'État qui nous parle sans arrêt de loi de décentralisation nous les annonce vraiment. Il nous donne du contenu. Nous, ça fait 2 ans que nous apportons des tas d'idées pour la biodiversité, pour l'action sociale, pour l'action sanitaire, pour l'éducation nationale, pour l'habitat, le logement, etc. Et 3, qui nous disent, qui nous associent à la relance. Et en particulier, c'est important dans notre région Nouvelle-Aquitaine, que le contrat de plan État-région, qui va être un des instruments de la relance, soit discuté conjointement avec la région, et c'est bien normal et bien légitime, et l'État, Vous aussi avec les départements. mais aussi avec les départements et les grandes agglomérations, comme nous l'avions fait, en Poitou-Charentes, il y a quelques années, avec Elisabeth Borne, notre préfète de région, qui avait associé dès le début toutes les collectivités à l'élaboration du contrat. On va parler des départementales. Richard Ferrand, le président macroniste de l'Assemblée nationale, se dit favorable au report des élections départementales et régionales de mars 2021. Et il y en a de plus en plus près du chef de l'État qui sont favorables. Et on a l'impression, à lire la presse en ce moment, que c'est ce qui va plutôt se passer. Quel est votre point de vue, Dominique Bussereau? Je n'aime pas quand on repousse les élections, parce que les électeurs se disent, les élus magouillent, ils prolongent leur petit mandat tranquillement, alors qu'on les a élus que pour une certaine durée. Bon. Donc par principe, je n'aime pas ça. Et si naturellement la situation épidémique empirait dans notre pays, que les campagnes électorales, les régionales et les départementales ne puissent pas avoir lieu normalement, si le vote pouvait être gêné par la situation sanitaire, il faut éviter de faire ce qu'on a fait au dernier moment, au printemps dernier, un premier tour en mars et un deuxième tour en juin. À ce moment-là, il faut que le gouvernement fasse voter une loi par le Parlement, qui doit comprendre aussi d'autres aspects Mais à quel juridiques. niveau on peut dire que ça devient vraiment dangereux? Parce qu'on va dans le métro, les gens vont dans les transports Oui, publics pour aller travailler, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, on leur dit qu'il ne faut pas les voter. Quand je vous entends, je prends entendre Gérard Larcher, parce que c'est l'argument qu'il a utilisé. Oui, je vous souhaite la même carrière politique après votre carrière journalistique que celle de Gérard Larcher. Le journalisme est très bien. Je pense que vous êtes très heureux comme ça et vous avez bien raison. Très sérieusement, c'est le moment où la démocratie serait perturbée dans son fonctionnement. Vous avez vu qu'il y a eu quelques annulations, pas en Nouvelle-Aquitaine, d'élections, parce que les magistrats de tribunaux administratifs avaient estimé que l'élection n'avait pas pu se dérouler normalement. Donc il appartient au gouvernement de le faire. Il a choisi un sage, Jean-Louis Lebré, Donc, la balle est dans ancien son camp. président du Conseil constitutionnel, pour l'éclairer sur ce point. Vous avez déclaré, Dominique Bussereau, ne pas vouloir vous représenter lors de ces prochaines départementales. Pour vous, au-delà de 70 ans, c'est trop vieux pour faire de la politique? Vous savez, je l'avais annoncé il y a 6 ans, quand je me suis représenté au départemental. Je suis entré en politique à 18 ans. C'est comme ça que j'ai connu Alain Rousset. Nous étions étudiants et nous militions dans 2 camps différents à Sciences Po. J'ai été candidat aux législatives en Charente-Maritime. Je n'avais pas encore 26 ans, j'avais 25 ans. Donc là, vous dites à Alain Rousset, il ne faut pas se présenter pour le régional, c'est ça? C'est à lui de décider. Simplement, la barre 7 me paraît sage. Moi, je suis tintinophile. Vous savez, je pourrais donc dire de 7 à 77 ans. Mais j'enlève les 7 dernières années et je m'arrête avant l'âge de 70 ans parce qu'il faut faire la place aux plus jeunes. Je me souviens, vous savez, ma première campagne législative, il y avait un vieux gaulliste RPR de l'époque, proche du président Chirac, qui s'appelait Jean Lipkowski. Il avait 57 ans et je faisais grosso modo la campagne sur « Sortez les vieux ». Sauf qu'aujourd'hui, j'en ai 68 et je pense qu'il faut avoir de la sagesse. Vous ne souhaitez pas donner une préférence concernant Non. le choix de votre successeur. Pourtant, Lionel Quillet, premier vice-président du département, semble être, en cas de victoire de la droite, le candidat le plus logique. Dominique Bussereau, pourquoi ne pas le soutenir publiquement? Parce Vous que lui en d'abord, voulez de- non, parce que d'abord, il faut gagner les élections. Nous avons une majorité départementale large en Charente-Maritime, ce qui n'est pas le cas dans d'autres départements de notre ex-région Poitou-Charentes. Il faut d'abord la conforter, l'élargir, faire venir des hommes et des femmes qui ne sont pas forcément aujourd'hui à droite et au centre, avoir une majorité très large. Puis après cette majorité, si elle est désignée le soir du 2e tour, elle se réunira et elle élira son successeur. Quant à Lionel Quillet, il est mon premier vice-président, il fait un travail tout à fait remarquable dans le domaine financier, dans le domaine environnemental. Il est logique qu'il pense à cette fonction. Un Premier ministre a toujours envie de passer de Matignon à l'Élysée, sauf Jean-Pierre Raffarin qui était un sage. Donc il est logique qu'il y pense. Peut-être d'autres Il est y logique penseront aussi qu'il souhaite peut-être que Dominique Bussereau, qui a un certain poids politique en Charente-Maritime, lui dise publiquement, voilà, c'est Lionel Quillet serait le mieux placé. Et dire aux électeurs, qui n'ont pas encore désigné leur conseiller départemental dans leur canton, si M. Dugenoux gagne, c'est M. Martin qui sera président, ça me paraît pas sain. Il appartient à Lionel Quillet, ce qu'il fait, et avec talent, de faire campagne auprès de ses collègues. Il faut d'abord gagner, et après, on élit le président du département. Vous savez, le dessinateur de Is No Good s'appelait Jean Tabary, qui était un ami très cher.
avait créé ce personnage, et il ne faut jamais isnogouder en politique. Voilà, de calife à la place du calife. Quel bilan faites-vous de vos 12 ans à la tête de la Charente-Maritime en 1 minute? D'abord, j'avais un très bon bilan de Claude Belot, mon prédécesseur. Nous avons aujourd'hui une situation financière excellente qui nous permet d'investir. Nous avons, dans tous les domaines, innové et nous sommes en train de faire en sorte que tous les Charentais-Maritimes, au plus tard à la mi-2022, aient la fibre optique, quel que soit leur lieu d'habitation, dans un département qui, je vous le rappelle, fait 200 km du nord au sud, de Maran à Saint-Égulin, c'est-à-dire la distance entre Paris et Tours, quand vous prenez l'autoroute au départ de Poitiers pour aller jusqu'à la capitale. Est-ce qu'il y a des regrets? Oui, Lesquels? j'ai pas pu obtenir l'écotaxe sur le pont d'Oléron, comme elle existe déjà sur le pont de Ré, qui aurait permis de financer des politiques environnementales dans l'île d'Oléron. Voilà, c'est mon regret le plus important, et j'espère que mes successeurs seront plus habiles que moi et réussiront, avec l'appui des élus d'Oléron qui le veulent, à faire voter cette écotaxe. 30 secondes pour nous dire quelle sera la vie de Dominique Bussereau après la politique, après la vie politique. Vous allez faire quoi, Dominique Bussereau? Je vais continuer à enseigner à Sciences Po, qui est mon école et mon alma mater. Je vais travailler dans le domaine des transports et des collectivités territoriales. Je vais m'intéresser à la vie publique. Je ne serai plus un élu. Je serai toujours un citoyen actif dans la vie publique. Puis prêt à répondre à la presse sur certaines problématiques. Je ne veux pas faire le has-been qui essaye de passer sa tête devant une caméra ou devant un micro. J'essaierai d'aider les associations dans mon département et en France. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Dominique Bussereau, d'avoir accepté notre invitation pour revoir ce numéro de Dimanche en politique. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Pas d'émission la semaine prochaine. Rendez-vous donc le 6 novembre. Excellente journée à toutes et à tous.